Bienvenue dans Les Mardis de l'Histoire chez Dame Lola. Aujourd'hui, 21 juin 1791, la fuite à Varennes. Paris, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Il est un peu plus de 20 heures. La chaleur du jour retombe lentement sur les rues de la capitale. Les cafés bruissent encore des discussions politiques qui agitent la France depuis 2 ans. La Révolution a bouleversé le royaume. Les privilèges ont disparu, la Bastille est tombée, et Louis XVI n'est plus tout à fait le roi absolu qu'il était. Pourtant, derrière les murs du palais des Tuileries, une décision historique est en train de s'accomplir. Cette nuit, le roi va fuir. Cette nuit, la monarchie française joue son destin. 21h, les préparatifs. Dans les appartements royaux, chacun connaît son rôle. Depuis plusieurs semaines, le plan a été préparé dans le plus grand secret. Le comte suédois Axel de Fersen a organisé la logistique. Il amènera la famille royale hors de Paris grâce à des véhicules hippomobiles avant de monter dans une berline, un carrosse fermé à 4 roues. Le marquis de Bouillé attend plus à l'est avec des troupes fidèles. Objectif : rejoindre Montmédy. Là-bas, près des frontières du royaume, le roi espère retrouver une liberté d'action perdue depuis les journées révolutionnaires de 1789. Le plan paraît simple : quitter Paris, traverser la Champagne, rejoindre l'armée, puis reprendre l'initiative politique. Mais déjà, les premiers problèmes apparaissent. La famille royale est nombreuse. Le voyage est complexe et chaque minute compte. 22 heures, les premiers départs. Les membres de la famille royale quittent progressivement les Tuileries. Pour éviter d'attirer l'attention, ils partent séparément. La marquise Louise-Élisabeth de Tourzel, gouvernante des enfants de France, quitte les Tuileries la première. Puis viennent les enfants royaux, Marie-Thérèse et le dauphin Louis-Charles, accompagnés de leur tante, Madame Élisabeth, sœur du roi. Marie-Antoinette, la reine, les rejoint peu après. Enfin, Louis XVI, le roi, quitte discrètement le palais. Chacun voyage sous une fausse identité, afin de déjouer la surveillance des autorités révolutionnaires. La marquise de Tourzel prend le nom de la baronne de Korff. Les enfants royaux sont présentés comme les enfants de cette prétendue aristocrate russe. Madame Élisabeth devient Rosalie, une dame de compagnie. Marie-Antoinette voyage sous le nom de Madame Rocher, gouvernante des enfants. Enfin, Louis XVI se fait passer pour Monsieur Durand, l'intendant de la baronne de Korff. Le roi porte des vêtements ordinaires. L'homme qui règne sur 26 millions de Français tente de devenir invisible, pour quelques heures seulement. Dans les rues sombres, personne ne semble remarquer ce petit groupe dispersé. Pour l'instant. 23 heures, le rendez-vous. Au lieu convenu, les fugitifs se retrouvent enfin. La tension est palpable. Dans l'ombre, un homme observe les derniers préparatifs. Le comte Axel de Fersen. Fidèle soutien de la famille royale et confident de Marie-Antoinette, il a organisé une grande partie de l'opération. C'est lui qui a conduit les fugitifs jusqu'à ce rendez-vous, à l'abri des regards. Autour de la berline, les ultimes vérifications s'achèvent. Fersen serre une dernière fois la main du roi. Puis son regard se tourne vers Marie-Antoinette. Aucun témoin ne rapportera leur dernier mot. Mais tous deux savent que les heures qui viennent décideront du sort de la monarchie française. Pour ne pas éveiller les soupçons, Fersen ne poursuivra pas le voyage vers l'Est. Son rôle s'arrête à Bondy, premier relais après Paris. Il regarde la famille royale prendre place dans la berline, puis s'efface dans l'obscurité de cette nuit. Marie-Antoinette et lui ne se reverront jamais. Toujours, il se reprochera de ne pas avoir poursuivi le trajet avec eux. Marie-Antoinette est nerveuse, les enfants sont fatigués. Mais Louis XVI paraît calme. Peut-être trop calme. Devant eux attend la fameuse berline, immense, luxueuse, confortable, mais surtout terriblement voyante. C'est l'une des grandes erreurs de l'opération. Une voiture plus légère aurait permis d'aller plus vite. Cette berline permet de voyager ensemble, certes, mais elle transforme la fuite en lente procession. Les chevaux s'ébranlent. Paris s'éloigne. Le roi de France est désormais en fuite. Minuit. La route de l'Est. La nuit est profonde. Le convoi progresse lentement. À bord, chacun mesure l'importance du moment. Si tout fonctionne,
Dans moins de 24 heures, la famille royale sera en sécurité. Si tout échoue, personne n'ose imaginer la suite. Louis XVI observe les paysages défiler. Derrière lui, Paris. Devant lui, l'inconnu. Et pour lui, un espoir. 1h du matin, les premiers retards. Les difficultés commencent. Un changement de chevaux prend plus de temps que prévu. Puis un autre. Le retard s'accumule. Quelques minutes deviennent une demi-heure devient 1 heure. Dans une opération militaire ou clandestine, le temps est une arme et celle-ci se retourne déjà contre les fugitifs. 2 heures. L'inquiétude grandit. Le marquis de Bouillé a prévu plusieurs dispositifs de protection. Des détachements doivent surveiller certains passages, mais les horaires ne correspondent plus. Les soldats attendent parfois un convoi qui n'arrive pas. Ils n'attendent plus et partent. La coordination commence à se désagréger. Sans le savoir encore, le roi se retrouve de plus en plus seul. 3 heures. Paris découvre la disparition. Aux Tuileries, les premières inquiétudes apparaissent. Des domestiques cherchent le roi, des gardes s'interrogent. La vérité éclate. Les appartements sont vides. Louis XVI et la famille royale ont disparu. L'information remonte rapidement jusqu'aux responsables révolutionnaires. L'Assemblée est alertée. Une chasse à l'homme commence. 4 heures. Le royaume s'éveille. Le jour approche. Dans les villages traversés, les habitants commencent leurs activités. Le passage d'une énorme berline attire les regards. On observe, on commente, on s'interroge. Qui voyage ainsi au milieu de la nuit? Pourquoi tant de précautions? Chaque regard devient une menace potentielle. 6 heures. La fatigue. Le soleil se lève. Les voyageurs sont épuisés. Les enfants supportent difficilement le trajet. La chaleur est énorme. De plus, le retard continue de grandir. Les kilomètres défilent, mais beaucoup trop lentement. 8 heures. Les affiches circulent. Pendant ce temps, les autorités révolutionnaires diffusent l'alerte. Des descriptions du roi et de la famille royale sont envoyées dans plusieurs directions. Le portrait de Louis XVI figure déjà sur certaines monnaies. Son visage est connu, beaucoup plus connu qu'il ne l'imagine. Comment a-t-il pu penser qu'il pouvait voyager en tout anonymat? 10 heures. Une fuite de plus en plus fragile. Le convoi traverse plusieurs localités. Partout, les regards se posent sur cette étrange famille. Le roi tente plus que tout de rester discret, mais sa corpulence, son visage, son comportement attirent l'attention. Le masque commence à se fissurer. 13 heures. Sainte-Menehould. Nous arrivons à l'un des moments décisifs. Dans la petite ville de Sainte-Menehould, un homme observe les voyageurs. Jean-Baptiste Drouet, le maître de poste. C'est un patriote convaincu. Il examine le visage d'un passager. Ce visage, il est certain de l'avoir déjà vu. Plus il regarde, plus sa certitude s'impose. Il l'a vu sur les assignats, sur les monnaies. Il en est certain. Cet homme qui voyage sur le nom de Monsieur Durand et qui se présente comme l'intendant de la baronne de Corfe n'est autre que Louis XVI. Le roi est devant lui. 14 heures. La course de Drouet. Drouet agit immédiatement. Il enfourche un cheval, se lance à toute vitesse vers Varennes. Son objectif est simple. Arriver avant le convoi, prévenir les autorités et faire arrêter le roi. La course est folle. Chaque minute gagnée rapproche la révolution de la victoire. 18 heures. Varennes s'organise. À Varennes, les habitants n'en reviennent pas. Le roi en fuite? Le roi sur la route? Le roi fuit Paris? Très vite, les responsables locaux prennent des mesures. Des barrières sont dressées, les ponts sont surveillés et des hommes armés se mobilisent. L'attente commence. 21 heures. L'arrivée du convoi. La berline approche enfin. Le retard accumulé est désormais catastrophique. Les rues sont encombrées, des habitants observent. Les gardes se positionnent. L'atmosphère devient électrique. Le roi comprend peu à peu que quelque chose ne va pas. 22 heures.
Le piège se referme. Les discussions commencent. Les autorités locales demandent des explications. Les passeports sont examinés et l'identité de la prétendue baronne de Korff paraît de moins en moins crédible. Les soupçons deviennent des certitudes. Le roi est reconnu. 23 heures. L'arrestation. Le moment est historique. Louis XVI pourrait tenter la force, sachant que des officiers fidèles ne sont pas loin. Mais le roi hésite. Toujours. Encore. Finalement, il ne donne aucun ordre décisif. Aucun combat n'a lieu. Aucune résistance sérieuse. Le roi de France dit que c'est bien lui. Il est arrêté par ses propres sujets. Minuit. Une monarchie capturée. Dans une maison de Varennes, la famille royale attend. Les discussions se poursuivent, les messages circulent. L'Assemblée décide. Le roi doit rentrer à Paris. Le projet est terminé. Montmédy ne sera jamais atteint. La délivrance ne se trouvait qu'à une trentaine de kilomètres. 22 juin. Le retour. Le voyage inverse commence. Cette fois, il ne s'agit plus d'une fuite, mais d'un retour sous surveillance. Partout, les populations viennent observer. Le roi n'est plus un souverain en déplacement, c'est un prisonnier politique. 25 juin. Paris. Le convoi entre dans la capitale. Un immense silence accueille la famille royale. Pas d'acclamation, pas de cris, pas de joie, simplement le silence. Un silence glacial, un silence plus terrible qu'une émeute. Ce jour-là, beaucoup comprennent que quelque chose s'est définitivement brisé. Le roi a voulu quitter la nation. La nation ne lui pardonnera pas. La fuite de Varennes n'est pas seulement l'échec d'un voyage, c'est l'effondrement d'une confiance. À partir de cette nuit de juin 1791, Louis XVI n'apparaît plus comme le père du peuple, il devient un souverain suspect. La monarchie constitutionnelle vacille, ce qui permet aux idées républicaines de progresser. Un an plus tard, le 10 août 1792, la royauté est renversée. Quelques mois plus tard, au terme de 38 jours de procès, Louis Capet, ancien Louis XVI, monte sur l'échafaud le 21 janvier 1793. Tout a peut-être commencé ici, dans une grande berline trop lente, sur une route de Champagne au cours d'une nuit où un roi voulut s'enfuir et où la Révolution le rattrapa. Je vous remercie de cette écoute et vous donne rendez-vous mardi prochain dans Les Mardis de l'Histoire chez Dame Lola.